Bonjour à tous. Bonjour. Dernière session de la journée. Vous devez avoir la tête pleine. Merci à tous d'être là. On va parler de la sécurité avec les headers HTTP. Moi, je m'appelle Mathieu Imbert, je travaille chez Accenture, je suis tech lead, dev backend depuis plus de 15 ans, et comme beaucoup d'entre vous, je suis amené à faire de l'archi et de la sécu, et ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler des headers HTTP. Alors, pourquoi parler des headers HTTP aujourd'hui? Je veux dire, c'est pas nouveau, on les connaît, on les a vus, on les croise tous les jours, les CORS notamment, et autres HSTS, mais il y a un header qu'on connaît en particulier, ou qu'on voit très régulièrement sur nos projets, et c'est celui-là. On ne va pas se mentir, la sécurité, malheureusement encore en 2022, c'est la dernière roue du carrosse. Alors il y a bien cette petite variante que j'aime bien. Bon, je passe rapidement parce que ça pourrait être sorti de son contexte, ça pourrait être mal pris. Mais tout ça pour vous dire que les failles XSS et les failles CSRF aujourd'hui vivent leur meilleure vie. Ce graphe montre le nombre de failles CVE type XSS et CSRF qui ont été découvertes au cours des années. Et là, on voit 2021, pardon. 2022 compte pas, elle n'est pas terminée. 2700 failles quand même. C'est pas mal. Ça compte pour la deuxième catégorie, toutes CVE confondues, pour les XSS. CSRF pas mal aussi, 505 failles de sécurité. Donc on a 30 minutes pour parler un peu de tout ça et voir comment on peut remédier à ça avec les headers HTTP. Mais on est dans un tools in action, donc qui dit tools in action dit démo, et donc il va falloir qu'on se mette un peu en condition. Donc on va s'inventer une petite histoire, l'histoire de la YOLOConf. On dirait qu'il existe une YOLOConf dont tout le monde a envie d'aller, et il s'avère que la YOLOConf a son CFP d'ouvert. Alors, pour info, vous le savez certainement, mais le CFP, c'est cet outil qui permet aux speakers de proposer des talks et aux organisateurs de la conf d'aller voir les talks qui sont proposés, de les accepter, de les décliner pour faire leur programme. Et moi, dans l'histoire, on dirait que je suis un speaker un peu à la ramasse. Ah non, ça c'est vrai. Mais on dirait que je suis un peu énervé parce que on m'accepte jamais en conférence. Et du coup, je me dis, cette fois-ci, pour la YOLOConf, j'ai vraiment envie d'y aller, donc je vais hacker le CFP. Alors là, c'est le moment où vous faites bouh. Ouais, on dirait que l'idée vous dérange pas tant que ça, en fait. Hein. Arnaud, si t'es dans la salle, fais gaffe. Donc on y va. Je vais vous présenter un peu le CFP. J'espère que vous voyez. Donc, comme tout CFP, à la base, on a un formulaire public là pour aller poster un nouveau talk. Donc, on y met son petit nom, un titre et une description. Et puis, une fois que le talk est présenté, on a cette interface d'admin qui est à disposition des organisateurs de la YOLOConf et qui est protégée, bien sûr, par un mot de passe en béton armé que vous ne pourrez jamais deviner. Une fois connecté, on a donc la liste des confs qui ont été proposés. Bizarrement, on les connaît. Et donc, on peut aller dans le détail de la conf et accepter ou décliner ou ne pas se prononcer. Et donc, le but du jeu, là, pour moi, ça va être de valider cette conférence, la sécurité, avec les headers HTTP. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que je peux faire là pour essayer de faire passer ce talk à actif ou validé sans avoir accès à ce CFP parce que je suis le hacker et je ne suis pas l'organisateur. Alors, l'une des premières choses que je pourrais faire, c'est un peu de social engineering. Je vais un peu étudier ma victime, un des organisateurs, et je me rends compte que c'est un grand fan de... C'est mieux, non? Désolé. Donc, je me rends compte que cette personne est un grand fan de voyage et de photos de voyage. Et donc, ce que je vais faire un petit blog ou un petit site internet avec des photos de voyage qui pourraient l'intéresser. Bien sûr, malveillant. Et donc, pour que ce soit pas trop louche, ce que je vais faire, je vais être un peu patient, je vais attendre que sur Twitter, ils postent des photos de voyage pour prendre l'opportunité, mettre un petit commentaire et dire « Oh, bah c'est surprenant, je reviens de la même destination, dis donc. » Et moi aussi, j'ai pris des photos. Alors, bien sûr, elles ne sont pas aussi bien que les tiennes, mais je les ai mis sur mon blog. Tu peux aller voir, s'il te plaît?
Donc la personne va sur ma page de blog ou site internet, et il s'avère que sur cette page, il y a une page d'accueil où on décrit un peu le récit du voyage, et bien sûr, pour aller voir les photos, il faut cliquer ici. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, bon, ça m'intéresse, les photos ont l'air pas mal, je clique. Ok, je clique une fois, deux fois. Bon, bah, il est nul son site, ça fonctionne pas. Bon, j'avais autre chose à faire en tant qu'organisateur, donc je retourne à mes occupations. Et j'en étais où déjà? Ah oui, les talks. Oh, accepted. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être un autre organisateur, hein. Ou pas. Alors je vais boire un coup quand même. Regardons un peu ce qui s'est passé. Si on regarde mon super blog et qu'on inspecte son contenu, je le laisse comme ça, je vais peut-être l'agrandir un petit peu pour que vous voyez bien. On a le contenu de la page et on a une iframe. Et cette iframe, elle a une opacité de 0,1% ou 0,1%. Et si on augmente son opacité, qu'est-ce qu'on voit? Une arnaque. Et en fait, j'ai pas cliqué sur cliquer ici, j'ai cliqué sur je dis oui. Je dis oui. Et pourquoi ça fonctionne ça? Ben simplement parce que la victime a ouvert ma page dans la même session de navigateur que le CFP authentifié avec un cookie. Et la promesse des cookies, c'est quoi? Ben que le cookie est envoyé à chaque requête qui est faite au domaine yoloconf ou yolocfp.fr. Donc dans mon cas, ça fonctionne. Et ça s'appelle le clickjacking. Donc, le clickjacking, avec sa petite icône de clown, parce que franchement, je trouve que c'est l'attaque la plus ridicule qui existe, et malheureusement parfois efficace. Eh bien, le clickjacking, on a une parade avec un premier header. Un header HTTP qui s'appelle xframeOptions. Très simple à mettre en place, deux valeurs. Deny, je ne veux pas entendre parler d'iframe pour mon site internet. C'est réglé. Et puis SameOrigin qui dit OK pour les iframes, mais uniquement si elle part d'une page qui vient de mon domaine. Bon. Facile à mettre en place, aussi facile que, assez facile pour que les frameworks récents comme Spring Security le mettent en place par défaut. Mais ce n'est pas toujours le cas, donc c'est intéressant de vérifier qu'on l'a. Et puis parfois, on a quand même besoin des iframes, et on a besoin d'aller un peu plus loin. Pour ça, on a le Content Security Policy. Alors le Content Security Policy, communément appelé CSP, c'est un peu la boîte à outils, c'est un peu le couteau suisse des headers de sécurité. Il fait un peu le café. Et entre autres, il a une option Frame Ancestors qui reprend un peu le comportement de XFrameOptions et qui va un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on peut dire SameOrigin avec self, mais on peut aussi définir des domaines dans lesquels on a confiance. Donc on peut aller un petit peu plus loin. Pour le clickjacking, il y a une troisième option qui est, et certains d'entre vous l'auront peut-être, qui est de sécuriser le cookie, mais on va dire qu'on le verra tout de suite après, et pour l'instant, ça m'arrange un peu qu'on ne sécurise pas encore. Donc on y retourne. J'ai plus les iframes. C'est reparti. On va se dire que je refais mon blog avec une autre approche. C'est parti. Donc, ma victime ouvre le lien pour je ne sais quelle excuse que j'ai réussi à avancer. Mais là, il retrouve mon blog et là, se dit non mais vraiment, c'est pas possible quoi. Enfin, et puis ce design est pourri. Enfin, bon, bref, c'est blindé de fautes. Donc, je clique même pas, je fais rien, j'ai rien à faire ici. Je retourne à mon CFP. Alors, le problème, c'est que j'ai oublié une petite étape pour vous prouver que ça marche. Qui est de remettre le talk à submitted, parce que l'idée c'est quand même de le faire passer à actif, à validated. Donc je recommence. On revient en arrière et on dit qu'il arrive sur le site. Il ne fait rien, il arrive juste sur le site et il s'en va. On retourne sur le CFP, revaquer à nos occupations, et là, rebelote, accepted, différentes approches. Qu'est-ce qui s'est passé encore ? Ok, on y retourne. Donc, cette nouvelle page, il n'y a pas d'iframe. On ne peut plus le faire. Par contre, ce qu'il y a, c'est une requête Ajax. Une simple requête Ajax. Même délire. On est dans la même session de navigateur.
on a toujours le cookie qui part. Le cookie n'est pas sécurisé. On va peut-être commencer à en parler là, à ce moment-là. Donc, cette attaque, ça s'appelle une cross-site request forgery. C'est-à-dire que je forge une requête qui n'est absolument pas légitime sur un domaine complètement différent et pour autant, j'arrive à faire ce que je veux parce que je suis dans la même session de navigateur de l'utilisateur. Qu'est-ce que je peux faire? Là, on va commencer à s'intéresser aux cookies. Et je suis toujours dans le domaine des headers parce que les cookies, on les set avec des headers quand même. Et donc les cookies, qu'est-ce qu'on fait? On les set avec un mode clé et valeur. Et puis il y a des options qu'on ne connaît pas forcément. L'une d'entre elles, on verra les autres après, mais l'une d'entre elles qui là peut nous intéresser, c'est le SameSite. Le SameSite, c'est très simple à comprendre. C'est l'idée de dire au navigateur, s'il te plaît, arrête de m'envoyer les cookies donc, au bon domaine, mais quand tu pars d'une origine différente. On est en cross-origin. Je ne veux pas de ce genre de scénario. Donc, que ce soit pour des requêtes Ajax ou des iframes, si ça vient d'un domaine complètement différent, tu n'envoies pas le cookie, s'il te plaît. Donc ça, c'est pour SameSite Lax et Strict. Seulement Strict, lui, va un tout petit peu plus loin. Il s'occupe aussi des liens hypertextes. C'est-à-dire que si j'ai un lien hypertexte depuis mon blog, evil.fr, et ce lien pointe vers le YOLO CFP, je clique dessus. Avec Lax, le cookie va partir avec. Avec Strict, il ne partira pas. Même les liens hypertextes doivent être originaires du même domaine. Donc on est là pour SameSite. Et alors pour info, SameSite, c'est quelque chose qui n'est pas par défaut typiquement avec Spring Security. Ils peuvent pas faire, le framework ne peut pas faire ce choix à votre place. Donc si vous avez des cookies qui sont sensibles, SameSite, c'est intéressant à regarder. Mais là, je parle de CSRF et je ne peux pas parler de CSRF sans parler des CSRF tokens. Et là, je m'éloigne un peu du sujet des headers. Mais ça, c'est la sécurité qu'on met en place et qu'il faut mettre en place par rapport à ce type d'attaque. C'est quoi un CSRF token? C'est l'idée de dire qu'on va protéger le formulaire. Ce que je n'ai pas dit, c'est que mon petit bouton oui, j'accepte ou non, je décline, c'est un formulaire, simplement parce que l'action côté serveur, c'est une requête en poste. Bref. Au moment où je génère mon formulaire, le serveur va aussi générer un CSRF token qu'il va garder dans son coin. Et on va aussi injecter ce CSRF token à l'intérieur du formulaire sous forme d'un input hidden, d'un champ caché, de sorte que quand je poste mon formulaire, j'ai bien le token CSRF qui part avec, et du coup le serveur le reçoit. Ce token CSRF, il le connaît déjà d'avance puisque c'est lui qui l'a généré et c'est sa manière d'authentifier la requête. Et dans mon cas, là, ce que je vous ai montré, ça aurait bloqué mon attaque simplement parce que depuis mon blog avec ma petite requête Ajax evil.fr, ça, le token CSRF, je ne l'avais pas et j'avais aucun moyen de l'avoir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Alors, pour la suite de la démo, c'est là où, par contre, je vais vous montrer que j'ai triché un peu avec Spring Security. Mais on n'a pas toujours Spring Security. Je vais arrêter de le désactiver. Donc là, j'active CSRF. Et ça, c'est la partie risquée de la démo. Le serveur redémarre. Je recharge ma page. Et là, si je regarde mon formulaire, mon petit bouton, qui est un formulaire, il a maintenant son token CSRF. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ouais, je pense que c'est bon. Et donc, dès lors, moi, depuis ma page, depuis mon CFP, j'ai bien les tokens CSRF et je peux modifier l'état de mon token, je peux le refaire passer à Submitted. Par contre, si je retourne sur mon blog avec ma petite requête Ajax, là, maintenant, ça ne passe plus. Ça ne passe plus parce que ma requête Ajax, maintenant, se prend une 403. Donc ça, c'est un mécanisme de sécurité important pour le CSRF. Mais comme je disais, je me suis un peu éloigné des headers. Alors je peux revenir aux headers par rapport au CSRF. Pas forcément pour vous parler des headers qui pourraient sécuriser CSRF, mais ceux qui ne vont pas les sécuriser. En tout cas, dans ce cas-là précis. Et là, je vais vous parler des CORS. Et quand je parle des CORS, je parle essentiellement de la Single Origin Policy. Parce que la Single Origin Policy, c'est ça qui apporte la sécurité par défaut que vous connaissez par rapport aux CORS dans votre navigateur. C'est-à-dire l'idée que si je fais une requête Ajax depuis evil.fr vers yolocfp.fr,
ça va pas passer. Mais quand on dit que ça passe pas, faut regarder d'un peu plus près. Là, ce que je fais, c'est une requête en post. Quand je fais une requête en post, le navigateur n'a aucune idée de savoir si les cores vont accepter la requête ou pas. Donc la requête, il l'a fait. Il l'a fait en direct. Le serveur reçoit la requête, change l'état en base de données, parce que la requête est valide, il renvoie une 200, lui il est content, et le navigateur reçoit la réponse, il voit bien la 200, mais il ne voit pas les header cores qui valideraient cette requête cross-origin. Du coup, le navigateur, il fait la seule chose qu'il peut faire, c'est-à-dire bloquer la mise à disposition du contenu qu'il vient de recevoir, que ce soit à l'utilisateur en affichage ou au JavaScript. Mais ça, moi, en tant qu'attaquant, je m'en fiche. Moi, ce que je voulais, c'est que la requête parte et que le serveur la reçoive et qu'il change l'état. C'est ce qu'il a fait. Résultat des courses, j'ai bien 2 requêtes qui sont en rouge. Hein. J'ai bien mes cores missing hello origin, mais la première, elle est quand même passée. Donc les cores ne m'ont pas vraiment protégé là-dessus. Alors, bien sûr, vous allez me dire, dans la single origin policy, on a aussi les preflights. Alors les preflights, c'est ce truc super intelligent qui est censé résoudre ce problème, qui est de dire, j'ai cette requête post, elle fait potentiellement une écriture, donc plutôt que de l'envoyer en direct, je vais interroger le serveur au travers d'une requête qu'on appelle le preflight et qui se sert de la méthode HTTP option. Tout ça pour récupérer les headers, sans faire aucune action en particulier. Il récupère les headers, il voit l'état des cores, et si ce n'est pas aligné avec la configuration en cross-origin qu'on a, eh bien la requête en post, elle ne part pas. Et donc ça, on se dit, les preflights, ils viennent nous protéger. C'est vrai. Mais dans mon cas, ça ne s'applique pas. Pourquoi? Parce que les preflights ne s'appliquent par défaut pas au get ni au post. Ils s'appliquent au put, au delete, au patch, toutes les autres méthodes HTTP, mais pas au get ou au post. Et les seuls moyens d'avoir un preflight avec du get, du post, c'est de jouer sur les custom headers. Mais moi, j'étais pas dans cette situation-là. J'avais pas de custom headers, j'avais pas ni même de header authorization. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu de preflight et que ma requête est passée. Donc je pense que ce genre de situation permet de un peu mieux comprendre les cores et de se dire que ça protège et c'est très bien, mais ça ne répond pas à tout. Donc ceci étant dit, on ne va pas négliger les cores non plus. Donc les cores, ce sont ces headers-là. Ce sont ces headers qui viennent dire ce que j'accepte ou pas en termes de requête cross-origin. Quels sont les noms de domaine que j'accepte, les méthodes HTTP que j'accepte et tout ça. Et malheureusement, on voit trop souvent dans nos projets des header cores avec une valeur étoile. Simplement parce qu'on est en phase de build, on est bloqué pour X ou Y raison, on met étoile parce que Stack Overflow nous l'a dit, et puis après on l'oublie, puis ça part en production. Et puis, OSEF. Donc, surtout ne pas faire ça dès le début. Généralement, la problématique, c'est soit par rapport à la SPA, le Single Page App ou autre, et tout ce dont on a besoin, c'est le Access Control Allo Origin localhost. Donc si c'est juste pour localhost, mettons localhost, ou un nom de domaine en particulier, mais jamais étoile. Et donc voilà pour le CSRF. Alors, je me retrouve dans une situation où je ne peux plus faire de CSRF, je ne peux plus faire d'iframe, puisque j'ai toutes ces sécurités mises en place. Alors, mon blog, je le mets à la poubelle et puis j'essaye d'avoir une autre approche. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je l'ai dit au début, j'ai ce formulaire public. Et un formulaire public, c'est bien pratique parce qu'on peut essayer de trouver des moyens d'en abuser. Alors, on va essayer de jouer avec. Je mets un nom, et là je viens de spoiler ce que je voulais faire. Et pas si vite. Donc évidemment, je mets des informations un peu bidons, et puis pour en abuser, je vais injecter un script dedans. Voilà, un peu bateau, mais histoire de voir si c'est interprété. Parce que l'idée de ça, c'est simplement d'aller enregistrer le talk avec un script, dans l'idée que ce script soit exécuté dans la session de l'organisateur du talk, avec ses droits, et pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Bon, je teste, on verra si ça passe. Alors ça, j'étais sûr de me faire avoir. Vous savez ce qui se passe? Je viens d'activer le CSRF et du coup,
ce formulaire, je ne l'avais pas rafraîchi. Il n'avait plus le token CSRF. Du coup, il vient de se prendre une 403. Donc je la refais. Tac. Et c'est parti. Bon, on s'en doutait, c'était un peu trop facile. Hein. Des formulaires, on le dit, on le répète et on le répétera jamais assez, mais des inputs comme ça sur des formulaires, on les nettoie. Donc là, on a un escape HTML. Il y a aussi des outils pour faire du sanitizing qui va se focaliser sur des patterns de script qui correspondent à des attaques ou ce genre de choses. Donc évidemment, on les nettoie. OK, très bien. Mais par contre, on ne pense pas toujours au fait que les inputs de l'utilisateur ne viennent pas nécessairement que du formulaire. Par exemple, quand je fais une requête, il y a aussi des headers. On ne pense pas forcément que le header user agent soit compromis. Et pourtant, c'est facile d'installer un plugin à Firefox hein, pour aller toucher au user agent. Et si, dans le user agent, par exemple, je mettais l'import d'un script à ma sauce, un truc qui viendrait de evil.fr, jsleak.js. On marquera la subtilité quand même du nom. User agent. Eh ben, je retente. Bon, là, j'essaye d'être plus discret quand même. C'est parti. Alors, est-ce que j'ai mon talk d'inscrit? Je passe la casquette de l'organisateur. Je vais sur le CFP. Donc là, je vois mon premier essai qui manifestement n'a pas fonctionné puisqu'on affiche joliment le script alert test. Donc là, je me suis un peu fait gauler. Et vous remarquerez le premier talk que je veux accepter. Il est toujours à submitted. Hein. Je vais sur ce talk là que je viens de rentrer avec mon header user agent, mon script import. Bon, l'organisateur de la conf voit ça, il se dit mais attends mon coco, ma super conf avec description, enfin c'est nul en fait, c'est pas étonnant que tu sois jamais pris. Hein. Donc même pas en rêve. Ok. Bon, j'en étais où? Tiens, la sécurité avec les headers HTTP, accepté. Et dis donc celui-là il va y vient. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je retourne sur ma conf là, déclinée, si je vais dans les scripts qui ont été importés. Bon là, je vais me permettre d'agrandir quand même. Tac. Et bien dans mon script, ce qu'il fait, c'est qu'au chargement, il va faire un certain nombre de choses. Déjà, vu qu'il est dans la place, bah, il va choper le token CSRF, parce qu'il peut manipuler le DOM. C'est exécuté au sein de la page web du CFP, donc il a tout accès au DOM, donc il prend le token CSRF. Et puis là, tac, sur la dernière, regardez ça. Je fais la même requête que je faisais depuis mon blog, sauf que maintenant j'ai le token CSRF. Et alors, si je vais regarder dans le réseau, bon, ça en fait un paquet quand même. Logiquement, j'ai ma 200. J'ai ma 200 parce que... Non, c'était le poste, ça. 302. Donc, mon poste a fonctionné, 302 parce que j'ai une redirection derrière, mais parce qu'il y avait le token CSRF. Donc ça j'ai pu le faire. Par contre, ce que j'ai fait aussi, si on regarde le script, j'en ai profité pour faire quoi? Bah, pour choper le cookie. Bon, j'avais bien un endpoint sur evil.fr, leaks, qui récupère des infos depuis mon script corrompu. Donc j'ai récupéré le CSRF token et le cookie. Donc là, moi, si je retourne sur mon outil de hacking super top, et ben je retrouve, tiens, JSession ID. Vous croyez que je peux en faire quoi de ça? On va essayer. Si je me mets dans une navigation privée. Donc là, je suis l'attaquant. YOLO CFP. Bon là, manifestement, je ne suis pas authentifié. On le refait? Je suis vraiment pas authentifié. Inspect. Stockage. Alors ce qui est rigolo, c'est que j'ai quand même un cookie, mais non authentifié. Bon, bah, je vais le changer. Je viens de le récupérer. Et là, il se passe quoi? Ouh! Je suis authentifié. Alors, parlons un peu de tout ça. Il y a pas mal de choses. Ça, c'est du XSS. Je vous apprends rien.
Le truc, c'est que on se doute pas forcément des inputs et des outputs qu'on met. On a parfois confiance dans certaines informations pour lesquelles on ne devrait pas avoir confiance. Et les XSS, j'en parlais au début, c'est quand même 2700 failles qu'on a trouvées en 2022. Ça arrive. Dernièrement, en janvier dernier, WordPress a eu une XSS assez importante et qui permettait de faire un upgrade de privilèges. Donc les XSS, ça arrive. Comment est-ce qu'on peut sécuriser ça ? Eh bien, Content Security Policy encore. Content Security Policy va vous permettre de définir les origines des ressources que vous importez et pour lesquelles vous avez confiance. Donc, par défaut, si vous dites Content Security Policy Default Source Self, ce que ça veut dire, c'est que le JavaScript ou n'importe quelle autre ressource doit venir du domaine. Et vous pouvez rajouter d'autres domaines derrière pour lesquels vous avez confiance. Mais aussi, la petite subtilité, c'est que quand vous mettez ça, aucun des scripts qu'il pourrait y avoir dans une page web ne va s'exécuter. Tous les scripts JavaScript doivent faire partie d'un fichier JS qui doit être fourni par le domaine. Ça évite le genre enfin, en tout cas certaines injections. Et donc Content Security Policy va plus loin puisque vous pouvez définir des origines, différentes origines pour les images, pour les médias, pour les scripts, pour tout un tas de choses. Donc je vous conseille vraiment d'aller regarder celle-là parce que c'est vraiment le couteau suisse des headers de sécurité. Le problème, c'est que c'est facile à mettre en place pour un nouveau site web ou pour une nouvelle application. Pour une application existante, quand vous savez que vous importez pas mal de choses à droite à gauche, construire un CSP, ça peut être assez gros et ça peut être assez risqué. Je prends un exemple, celui de Twitter, qui est vraiment énorme. Alors forcément c'est Twitter, Facebook c'est pareil, ils en ont un énorme, mais le CSP c'est quand même quelque chose qui n'est pas trivial à mettre en place. Et donc pour ça, il y a la possibilité de configurer le CSP en non bloquant. C'est-à-dire que vous allez configurer votre CSP, par contre vous allez aussi dire que s'il y a une violation du CSP, on ne bloque pas, par contre on reporte auprès d'un endpoint qui a été configuré au préalable les erreurs. Et ça vous permet de faire des tests, d'essayer des CSP, des Content Security Policy, de voir si ça fonctionne, et plus tard de l'activer en mode bloquant en production. L'autre outil qui peut être intéressant à voir, c'est un add-on de navigateur qui vous permet de générer un CSP en fonction de ce qu'il a observé de votre navigation. Ça peut aider à faire un premier jet. Et puis, j'avais parlé de la sécurisation des cookies, j'ai juste parlé de SameSite jusqu'ici. Un autre aspect important sur les cookies, c'est HTTP only. Et ça aurait bloqué mon attaque, en tout cas pour la partie du cookie, parce que HTTP only, quand vous mettez ça sur un cookie, ça veut dire que le JavaScript n'a pas le droit d'y toucher, n'a pas le droit de le voir. Donc ça, SameSite HTTP only, c'est super important pour des cookies sensibles. Et le troisième option, c'est Secure, qui dit au navigateur, si tu n'es pas en HTTPS, si tu n'es pas en TLS, n'envoie pas le cookie sur le réseau. 3 options, SameSite, HTTP only, Secure. Pour les cookies, c'est super important. Donc là, ça, je vous apprends rien. Sur le XSS, on a toujours un effort à faire. Et puis un autre header dont j'aimerais parler, c'est HSTS, qui est un peu dans la même veine sur TLS et HTTPS, qui est de dire si un utilisateur vient sur votre application ou votre site et du coup vient en HTTP, ce header dit essaye de basculer en HTTPS automatiquement, on ne lui demande pas son avis. Donc ça fonctionne pas forcément à la première navigation puisqu'il n'a pas le header, mais dès la deuxième, ça bascule en HTTPS. Ça c'est super important et c'est très facile à mettre en place. Il me reste 49 secondes. Du coup, en termes de documentation, je vous conseille d'aller voir le OWASP Secure Header, qui est une mine d'informations énorme, que ce soit pour nous, pour sécuriser nos applications, mais aussi pour les pentesters sur des manières de tester des failles XSS. C'est vraiment intéressant. Et puis en termes d'outillage, OWASP Zap, évidemment, sur les tests qu'on peut faire pour aller détecter différentes vulnérabilités et notamment des manques de header. Dans la même veine, on a Portswigger Burp Suite qui est très intéressant. Et puis un truc qui peut être intéressant aussi, c'est d'aller regarder ces applications qui sont volontairement buggées, volontairement faillibles de la part d'OWASP. Ça s'appelle WebGoat ou DVWA. Et c'est super intéressant pour s'entraîner à hacker et découvrir ces vulnérabilités. Et voilà.
qu'on a le temps pour des questions ou c'est...